All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame la greffière, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La situation au Mali, dans l'affaire le procureur contre Alassane Arabdoul Aziz Mohamed Marmoud, ICC 0112 0118. Nous sommes en audience publique. Il me semble que nous avons quelques problèmes d'interprétation avec l'accusé. Merci. Bonjour. Je souhaite la bienvenue à toutes les parties et participants, au personnel des chambres et du greffe qui sont présents dans cette salle d'audience, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent à distance. Je constate que M. Alassane est présent dans la salle d'audience. Bonjour, M. Alassane. صباح الخير. Asseyez-vous. Merci, asseyez-vous. La Chambre souhaite remercier le greffe d'avoir œuvré pour rendre cette audience possible. En particulier dans ces temps de restriction des contacts dus à la pandémie actuelle. Je suis aussi particulièrement content de trouver tout le monde en bonne santé après cette longue période de confinement et de fermeture des locaux permanents de la Cour. Mais le virus est toujours présent, alors prenez soin de vous, s'il vous plaît. Avant de commencer nos débats, nous devons nous assurer de la bonne compréhension des langues qui sont mises à la disposition de l'accusé, le français, l'anglais, mais aussi l'arabe. Monsieur Alassane, c'est à vous que la Chambre s'adresse à cet instant. Monsieur Alassane, pouvez-vous nous indiquer si vous venez de bénéficier d'une interprétation de ce que je viens de dire à l'instant
dans une langue que vous comprenez, M. Alassane. نعم. Très bien. Je comprends un peu quelquefois des mots arabes, j'ai entendu. Il a dit oui, mais dans mon casque, je n'ai pas la traduction en français. J'aimerais aussi avoir la traduction de l'arabe en français dans mon casque. Merci beaucoup. À l'accusé, M. Alassane, aux victimes qui de loin vont suivre nos débats, aux personnes qui, ici ou ailleurs, assistent à cette audience publique, il convient à présent soit de rappeler la composition de la Chambre, soit pour le plus grand nombre, de présenter cette Chambre de première instance 10 qui doit connaître de cette affaire. Cette Chambre, que j'ai l'honneur de présider, est composée à ma droite de Madame la juge Tomoko Akane et à ma gauche de Madame la juge Kimberley Prost et de moi-même, Antoine Kessiambe Mindoua, juge président de cette Chambre. Je souhaiterais inviter les parties et les participants à se présenter. Puis-je demander à Madame la procureure de bien vouloir se présenter et de présenter le membre de son équipe. Madame la procureure. Thank you, Mr. President. Mr. President, the Office of the Prosecutor is represented today by Mr. Gilles Dutertre, Senior Trial Lawyer, Ms. Diane Luping, Trial Lawyer, Ms. Sarah Kukio, Assistant Trial Lawyer, Associate Trial Lawyer, and Musa Alafi, Assistant Trial Lawyer. Thank you, Mr. President. And myself, of course, Fatou Bensouda, Prosecutor. Merci beaucoup, Madame la procureure. Je vais maintenant demander au Conseil de la défense de M. Alassane de se présenter. Maître. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, colleagues. My name is Melinda Taylor, and I'm appearing on behalf of Mr. Alassane today with Ms. Nicoletta Montefusco, Mr. Mohamed Youssef, Ms. Saha Marinia Duse, and Ms. Dolly Chala. Thank you. Merci beaucoup, Maître Taylor. Je me tourne à présent vers les représentants légaux des victimes. Puis-je vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, ainsi que le membre de votre équipe. Merci, Monsieur le juge président, honorable Madame le juge. L'équipe de la représentation légale des victimes est composée de Maître Mayombo Kassongo, de Maître Doumbia Seydou, qui est empêché évidemment à cause de la situation que nous connaissons sanitaire liée au Covid-19, de Madame Lepage et de Madame Bieke, ainsi que de moi-même, Fidel Nsita, avocat. Merci beaucoup, Maître Nsita. Je ne sais pas s'il y a un représentant du bureau du greffier. On me fait signe que non. Très bien. À présent, je vais tout d'abord faire quelques observations d'ordre général concernant les principales étapes procédurales de cette affaire. Ensuite, les charges seront lues à l'accusé et ce dernier aura la possibilité de plaider coupable ou non coupable. Nous procéderons
alors à l'ouverture des déclarations liminaires, en attendant Madame la procureure et probablement ses substituts. Les représentants légaux des victimes et les conseils de la défense ont, quant à eux, décidé de présenter leur déclaration liminaire à une date ultérieure, avant les débuts de la présentation de leurs éléments de preuve, et nous n'entendrons donc pas leur déclaration liminaire aujourd'hui. Je rappelle que M. Alassane a été transféré à La Haye le 31 mars 2018, suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre par la Chambre préliminaire 1. Au terme de la procédure conduite par la Chambre préliminaire, une audience de confirmation des charges s'est déroulée au mois de juillet 2019 et la décision confirmant les charges a été rendue le 30 septembre 2019. Évidemment, je marque de pause pour les interprètes. La Chambre préliminaire a ensuite rendu une décision amendant les charges le 23 avril 2020. La présente Chambre a été constituée, puis saisie de cette affaire au mois de novembre 2019. Depuis lors, s'est déroulée une phase de mise en état du procès, conduite à un rythme soutenu, destiné à préparer les débats qui s'ouvrent sur le fond aujourd'hui. Nous en venons à la lecture des charges et au plaidoyer de culpabilité. Selon l'article 64, paragraphe 8 du statut, à l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture aux accusés des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65 ou de plaider non coupable. Conformément à l'article 64, paragraphe 8 du statut, il va donc être donné lecture à l'accusé des charges telles qu'elles sont énumérées dans le document autonome énonçant les charges, en anglais, the Self-Contained Set of Charges, document qui a été rédigé aux fins de cette audience sur la base de la décision de confirmation des charges ainsi que celle amendant les charges rendues par la Chambre préliminaire, respectivement le 30 septembre 2019 et le 23 avril 2020. Certains éléments relatifs aux charges restant à ce stade confidentiel
pour assurer la protection des victimes concernées, ces charges seront lues à l'accusé à huis clos. Il lui sera demandé s'il comprend la nature de chaque charge. Il sera également demandé à M. Alassane s'il entend enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité, étant rappelé que ce n'est pas une obligation pour l'accusé en vertu de l'article 64, paragraphe 8 du statut. Au préalable, la Chambre estime qu'il est nécessaire de procéder à la lecture d'un bref résumé des charges portées à l'encontre de l'accusé dans le but d'informer le public de la nature des audiences sur le fond qui débutent aujourd'hui. Je note que ce résumé n'est pas de nature à se substituer aux charges telles que confirmées par la Chambre préliminaire, parce qu'il s'agit simplement d'une présentation de l'affaire destinée au public qui nous écoute aujourd'hui, présentation qu'il est par ailleurs possible de retrouver dans les documents mis à disposition du public et des médias par l'unité des affaires publiques de la Cour. Je vais donc procéder à un tout petit résumé. L'affaire portée devant cette Chambre concerne les faits suivants. Entre le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013, les groupes armés en Sardine, AQMI, constituant une organisation, auraient mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Tombouctou et de la région du même nom. Pendant cette période, en Sardine, AQMI aurait imposé son idéologie à la population et à cette fin, les membres d'En Sardine AQMI auraient commis de multiples actes visés à l'article 7, paragraphe 1 du statut, en application ou dans la poursuite de la politique de ces groupes armés ayant pour but une telle attaque. Les actes reprochés auraient été commis dans le cadre de cette attaque. Il s'agit des crimes de torture, chef 1, autres actes inhumains, chef 2, autres actes inhumains prenant la forme de mariage forcé, chef 8, esclavage sexuel, chef 9, viol, chef 11, et persécution,
chef 13, en tant que crime contre l'humanité. D'autres crimes visés aux articles 8, paragraphe 2, C et 8, paragraphe 2, E du statut et reprochés à M. Alassane auraient été commis dans le contexte d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international, se déroulant au Mali pendant la période considérée et y seraient associés. Les actes reprochés sont torture, chef 3, traitement cruel, chef 4, atteinte à la dignité de la personne, chef 5, le crime de condamnation prononcé sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Chef 6. Le crime d'attaque contre les biens protégés. Chef 7. Le crime d'esclavage sexuel. Chef 10. Et viol. Chef 12. En tant que crime de guerre. M. Alassane aurait exercé quotidiennement des fonctions et des pouvoirs au sein de la police islamique et au sein de l'organisation. Et il aurait contribué aux activités de leur organisation à Tombouctou, au moins dès le 7 mai 2012 jusqu'au 28 janvier 2013. Sur cette base, M. Alassane serait pénalement responsable des crimes visés au chef 1 à 13 de charges précitées et telles que confirmées par la Chambre préliminaire. Ce résumé étant lu, nous allons maintenant passer à huis clos pour donner lecture de l'ensemble des charges confirmées par la Chambre préliminaire. Pour l'information du public, je note que nous devrions être de retour en session publique dans environ 45 minutes. Madame la greffière d'audience, veuillez passer à huis clos, s'il vous plaît.
Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Très bien. Merci beaucoup, Madame la greffière. Voilà. Donc maintenant, je vais me tourner vers M. Alassane pour lui demander s'il comprend la nature de chaque charge portée contre lui et pour lui donner la possibilité de plaider coupable ou non, tel que prévu à l'article 64, paragraphe 8 du statut. Je constate que Maître Taylor est debout. Maître, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. President. With your permission, I would ask that the Chamber allow Ms. Montefusco to address the bench on the specific issue of Mr. Alassane addressing these questions. Thank you. Allez-y, Madame Maître Montefusco. Is the chamber able to hear me? Yes. Okay. Thank you, Your Honors. This morning, the defense would like to verbally raise the motion asserting its doubt of the accused's fitness to stand trial at this time. And it moves the chamber to order a qualified examination to assist it in making this determination and also to assess whether Mr. Al-Hassan has the capacity to meaningfully exercise his fair trial rights that are enumerated in Article 67 of the statute. And they are further detailed, which are in the filings, so I will avoid going into the judgments themselves of Gbagbo, Ongwen, both of which refer to the Strugard fitness decision in the ICTY. In the Chamber's taking into account of all the relevant circumstances in this particular case to determine whether the putting in place of certain practical arrangements could have mitigated the negative impact against a fair and expeditious trial, the latter appears to be the predominant concern of the Chamber. It is the defense's position that prioritizing expeditiousness to the fundamental precondition to trial of fitness is paramount to the rendering of all of the accused's fair trial rights so that they are not merely illusory and therefore engage in absolute prejudice to the defendant. With respect to the issue of timeliness, the fitness to stand trial doesn't expire. It is an issue that can be raised at any time throughout the proceedings, beginning with the initial appearance, clear through the rendering of a verdict. It is even an issue that can be raised retrospectively. And therefore, it is the defense's position that, contrary to the Chamber's position, that the order that motions having repercussions on the conduct of the trial must be submitted in a timely manner also applies to a defense motion raising a doubt as to the fitness of the defendant to stand trial does not apply. The prescription to the raising of a doubt as being untimely or even as causing undue delay amounts to an arbitrary self-ascription of discretion, which applying to a precondition to trial, namely the fitness to stand trial, to meaningfully participate in the exercise of all of his fair trial rights, cannot be superseded by expeditiousness. The defense has repeatedly and consistently throughout the procedural history of this case raised this issue in its termination request, again in the status conference on the 30th of June, again in the adjournment series, the filings, again in the fitness filings, and again this morning at 10 a.m. During the status conference on the 30th, the single judge acknowledged that the defense, once it had the chance to meet Mr. Al-Hassan, might have other matters to bring before the Chamber and that the Chamber would receive them, as it was sympathetic to the situation the defense is facing in terms of discussing matters with its client. In that regard,
the defense had to seek a court order to effect its request to visit its client in person. Given the challenges that COVID has posed against all parties and also the court, the defense wasn't able to see Mr. Al-Hassan. When the defense met him for the first time in 4 months, the defense was alarmed with the current status of their client. Engaged in a discussion with him, and based on the results of the defense's in-person meeting on that day, the defense sought to confirm or disconfirm, or even simply to understand whether or not the alarm that it sensed was valid, and asked Dr. Porterfield to have an emergency phone conference with him, who is an expert of trust to Mr. Al-Hassan. She issued a letter on July 8th of 2020, which the defense has provided to the chamber, acknowledging that he was experiencing dissociative features that result from severe maltreatment, causing serious impairment and distress, and very importantly, the avoidance of memories. She then went on to state, he is experiencing dissociation, which is a neuropsychiatric symptom in which there is a rupture in sensory experiences and perceptions of oneself and of the environment. Fitness to stand trial requires that the accused is not only able to understand the charges against him, but that the accused is able to conceptualize the outcome or the consequences of the trial that he is facing. That requires that he is able to completely assist defense counsel in preparing his defense. And that requires, looking at the fourth capacity in the Struger decision, that he has the ability to understand the details of the evidence. How can somebody who is experiencing such post-traumatic stress that they are dissociating in a way that they avoid memories, properly assist counsel in analyzing the evidence that to date it still has not had the opportunity to even investigate, in order to prepare an adequate defense? So with timeliness not being an issue by law, the defense is moving this court verbally, and has done so in writing as of 10 a.m. this morning, to order assessment of fitness to stand trial of Mr. Al-Hassan, because at this time, the defense affirmatively raises the doubt that he is actually fit to proceed. Merci beaucoup, Maître. Vous avez constaté, la Chambre a suivi très attentivement votre présentation. En réalité, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire que votre client n'est pas capable de suivre son procès, pour l'instant. Mais la Chambre n'est pas régulièrement saisie pour pouvoir se déterminer de quelle façon, si l'accusé est capable physiquement ou mentalement de suivre le procès ou pas. Vous avez cité le docteur Porterfield, mais selon le rapport que j'ai, le même docteur a dit qu'il suffirait qu'il faudrait qu'un clinicien puisse examiner l'accusé. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas encore saisis. Votre équipe a déposé des écritures et la Chambre a délibéré là-dessus.
je voulais donner lecture et rappeler certaines décisions immédiatement après le plaidoyer au nom des culpabilités de l'accusé. Et comme vous soulevez ce problème maintenant, je constate qu'il reste 10 minutes pour la pause. La Chambre va se retirer pour, au retour, répondre à ce que vous dites et en même temps résoudre, donner lecture des décisions, ou plutôt rappeler les décisions qui ont déjà été prises sur ces matières sur lesquelles vous avez déposé de nombreuses écritures. Donc, la Chambre va se retirer, mais dans un premier temps, ou plutôt avant de se retirer, j'aimerais savoir si le procureur a quelque chose à dire là-dessus. Madame la procureure. Ah, Monsieur Dutertre. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie. Bonjour, Madame la juge. Bonjour, Madame la juge. J'essaierai d'être très bref. This request is obviously late. The opening was set for today at 10 o'clock. At 9:57, we got everyone a courtesy copy of a defense request on Mr. Al-Hassan's fitness. This is literally last minute, 3 minutes before the opening of the trial. And this is way after the 1st of June deadline for motion requiring resolution before the commencement of trial, a deadline that was postponed to the 16th of June based on a request by the defense. Expeditiousness, Your Honors, as the Ongwen Appeals Judgment number 1562 as underscored in paragraph 2, I quote, forms part of a trial. Procedural rules that require parties to raise certain issues at a given point in time are not necessarily incompatible with the rights of the accused. End of quote. More generally, the appeals chamber has emphasized that parties must act within a reasonable time, especially regarding objections that may impact on the expeditious conduct of the proceeding. And I'm referring to the Katanga Appeals Judgment number 2259, paragraph 54. In the present case, there was ample of time for defense to file such a request before and to organize an ad hoc phone call with Mr. Porterfield, as they did on the 8th of July. What they did on the 8th of July, they could have done before. There are, that being said, clear indicia that Al-Hassan has an overall understanding of a proceeding and also has the ability to provide specific instructions to his counsel. And there is insufficient evidence of lack of fitness. Defense is relying on his own consultant report, which remains to be tested. And in fact, there are indicia today of the contrary, that he is fit to stand trial. In this context, the prosecution considers that the defense request for reconsideration of a decision on the defense adjournment request is moot. This late request sent this morning can be dealt with before the presentation of the actual evidence, starting 25th of August. We can proceed today, and the accused will be afforded an opportunity indeed to make an admission of guilt or to plead not guilty, as you had suggested, bearing in mind that it is not an obligation. So for this reason, the prosecution requests that we shall proceed today
and continue the opening. Thank you, Your Honors. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Maître Taylor, vous avez la parole. Thank you very much, Mr. President. Given that the defense should generally have the right of the last word, I wish to address one discrete point, one very important factual point. Possibility is the limits of the law. And until this very day, we have not been able to have an expert go into the detention unit and see Mr. Al-Hassan. And I think any expert on medical issues would laugh you out of the courtroom if you were to say that you could do a proper fitness assessment with someone you do not know on the telephone. So for the last 4 months, we have regularly, repeatedly insisted we need to go into the detention unit. We have put that in almost every filing. And in so doing, we have linked it to the need to conduct proper assessments of his fitness. We have placed all the information that we had on his fitness that was prepared before COVID in our 16th of June filing, and we asked for an evidentiary hearing so that the doctors could be here and you could question them about dissociative disorder. But what we cannot do is waive a fundamental right, even if it's not an obligation, it is a right to enter an informed plea, just because COVID has prevented Mr. Al-Hassan from seeing a medical expert. And we have been prevented from actually facilitating that and have it happen. So it's all very well and good to talk about COVID and how it's impacted upon persons, but thus far, the only counterbalancing remedies that have been given to one side of the courtroom and not the other. And as a result, it's created a significant inequality of arms. It's impeded our key defense preparation, and yet when we move the chamber for a remedy, we're being told we're not timely for reasons beyond our control. And even though issues of fitness are not static, again, we've been repeatedly saying issues of fitness will depend on his conditions. They'll be impacted by COVID. There's the likelihood it would worsen. These are issues that raise the doubt that impelled us to file today's request. We cannot do earlier what's not possible. And Mr. Al-Hassan, as a defendant in this trial, should not have these fundamental rights put in peril because of issues beyond our control and because of bureaucratic formalities that could not be fulfilled in an effective rather than illusory manner. Thank you. Merci beaucoup, Maître Taylor. La Chambre va se retirer. Il est presque temps pour faire la pause. Et la pause est de 45 minutes. 45 minutes. Donc, dans 45 minutes, nous allons revenir et nous allons donc donner la décision sur ce que vous venez d'avancer. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever.